que tout le monde voit en fait? Oui. Donc, c'est bien partagé. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, ce webinaire s'intitulera le dernier ouvrage de Mehrdad Bali, Destructive Coordination on Islamic Political Capitalism. Cet ouvrage donc introduit un nouveau cadre théorique qui examine l'Iran en relation avec le concept théologique d'Anfal, un régime confiscatoire observé en Iran depuis 1979 où les biens publics appartiennent aux dirigeants de l'Iran. Il a donc pour but de mettre en lumière les conséquences économiques de l'Anfal et son rôle dans le maintien d'un État destructeur et dans la formation du capitalisme politique islamique. La séance donc se décomposera en 3 temps. Le premier temps d'1 heure environ sera consacré à la présentation de l'ouvrage par l'auteur. Donc Mehrdad Bali a étudié l'économie dans plusieurs universités américaines de Bloomington, Berkeley et Chicago et a soutenu sa thèse de doctorat à l'université Paris 7 Jussieu et son master à l'université Sorbonne Panthéon. Il est professeur des universités en sciences économiques de l'université Sorbonne Paris-Nord et directeur du Centre d'économie et de gestion Paris-Nord, le CEPN, et notamment de l'UMR 7234. Il a publié plusieurs ouvrages en anglais, en français et en persan, parmi lesquels The Political Economy of Destructive Power, The Political Economy of Predation, Destructive Coordination on Islamic Political Capitalism, A New Reading of Contemporary Iran. Pardon. Il a aussi publié plus d'une centaine d'articles dans des revues référencées de l'éditeur de Public Choice. Le deuxième temps sera d'une vingtaine de minutes et sera réservé donc à la commentation par Philippe Adair. Donc Philippe Adair est docteur en économie et docteur en sociologie, HDR. Il est aujourd'hui professeur d'économie à l'université Paris-Est Créteil, membre de l'équipe de recherche érudite à l'UPEC, et il a dirigé 13 doctorants. Philippe Adair est spécialisé en économie du travail et en économie financière. Ses 2 sujets de recherche sont l'économie informelle et le financement de petites entreprises dans les pays en développement et développés. Auteur d'une centaine de publications sur ces sujets, il a rédigé donc dans de nombreuses revues classées des livres, chapitres de livres, actes de colloques et rapports de recherche internationaux. Il est vice-président de l'association Tiers-Monde, membre du conseil scientifique de l'EMANES et rédacteur en chef Maghreb Mashrek et Maghreb Mashrek International. Et enfin, le troisième temps, d'environ entre 30 et 40 minutes, sera réservé donc aux questions et aux échanges avec les participants à ce webinaire. Alors, je demanderai pour une meilleure lisibilité de lever la petite main jaune pour vos questions et vos interactions au cours de ce séminaire. Voilà. Et puis enfin, ce webinaire, il est enregistré. Voilà. Monsieur Berdaghi, je vous laisse la parole. Je te remercie beaucoup, Flore, pour cette présentation. Je remercie aussi Philippe pour avoir accepté d'être le discutant. Donc, j'essaierai d'exposer mon ouvrage 2023, Destructive Coordination, Anfal, and Islamic Political Capitalism, A New Reading of Contemporary Iran. Donc, c'est un ouvrage qui se vaut en contribution à la discipline connue, étude comparative des systèmes économiques. Ok, cet ouvrage comprend 2 parties. La première partie
portant sur le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, c'est la partie théorique de l'ouvrage. Et il y a une deuxième partie qui applique cette vision théorique, ce cadre théorique, à l'analyse de l'Iran contemporain, surtout l'Iran après la révolution 1979 et la conquête au pouvoir par les clergés. Donc, l'instauration de régime République islamique d'Iran. Deux faits stylisés par rapport à mon illustration, il faut tenir compte du fait qu'il y avait une révolution transformée ou dominée par les clergés chiites. Il a été rebaptisé comme la révolution islamique, dont le résultat était l'établissement de ce qu'on appelle Velayat Faqih, le jurisconsulte de guide suprême. Et ça, c'est vraiment la seule révolution islamique, ou plus exactement, en fait, l'islam politique qui a eu un impact économique. Donc, le régime a été établi en 1979. Il y a plus de quarantaine d'années que ce régime existe et il est vraiment la seule révolution islamique qui a donné lieu à un changement structurel de l'économie. Parfois, les politistes ont appelé la révolution islamique en Iran comme une révolution socialiste parce qu'il ne se limite pas à un changement politique. En fait, il a impliqué, il a donné lieu à toute une série de changements structurels dans l'économie. Quelles sont les questions qui sont posées dans mon ouvrage? Donc, première chose que je me pose comme question, compte tenu du fait que l'islam politique ici a un volet économique, je me demande si ce volet économique, ce modèle islamique pourrait être réduit à deux grands modèles connus des systèmes économiques, à savoir le socialisme d'État, à l'instar de l'Union soviétique, ou bien comme le régime en fait capitalisme libéral qu'on appelle le marché compétitif, le capitalisme de marché. Ça, c'est la première question. Y a-t-il un modèle indépendant de ces deux grands modèles ou non? Et la deuxième question en fait, qui est liée à la première question, quelle est la façon dont les agents économiques se coordonnent dans une situation marquée par une crise de l'État et une crise également du marché. Donc, en d'autres termes, quel est le régime économique pouvant coexister, survivre et pérenniser dans une période critique. Donc, critique à l'intérieur de l'Iran, mais aussi à l'extérieur, avec la contestation qui a eu lieu entre le régime République islamique d'Iran et l'Amérique. Et la troisième chose, c'est quel est le type de système économique politique qui domine, qui prévaut en Iran, qui prévaut en Iran. Donc, comment on peut le caractériser? Ce sont les trois grandes questions qui sont posées dans ce bouquin. OK, voici en fait le plan de notre exposé d'aujourd'hui. Comme vous pouvez noter, le plan est décomposé en deux parties. La première partie sur l'étude comparative des systèmes économiques et la deuxième, c'est la question de l'Anfal et ce que j'appelle l'islam, en fait le capitalisme politique islamique. Donc, je vais entrer dans les détails. Il y a tout d'abord la question de l'approche théorique que j'adopterai dans mon analyse. Pour analyser un système économique, il existe, à mes yeux, trois grandes approches. Je ne nie pas que dans chacune de ces approches, il y a plusieurs variantes, mais nous pouvons distinguer trois grandes approches: l'approche économique des systèmes économiques, l'approche institutionnelle et une troisième approche je le nomme, je le qualifie de causalité cumulative.
Donc, je commence par ce qu'on appelle l'approche économique des systèmes économiques. Dans cette approche, l'économie détermine les institutions. L'économie est supposée le fondement de la société et c'est l'économie qui détermine le système économique. En fait, les pionniers d'une telle approche sont les économistes classiques de l'école Manchester, Adam Smith et David Ricardo. Il faut quand même préciser que ce qu'on appelle économie chez Adam Smith, c'est plutôt l'échange ou l'économie de marché. C'est en fait le penchant naturel d'après Adam Smith, l'échange. Et pour David Ricardo, contrairement à Adam Smith, c'est plutôt la production, pas forcément le marché, mais la production. D'où en fait leur différence par rapport à la théorie de valeur. La conception matérialiste de l'histoire s'inscrit dans le cadre général de l'approche de Manchester. C'est Karl Marx qui a développé une telle conception et pour lui, l'économie est le fondement de la société et on a au-dessous la superstructure qui comprend les politiques, les droits et l'idéologie. Donc, pour Karl Marx, l'essentiel dans l'économie, c'est la production. Il est vrai qu'il explique que le système économique, le processus économique, à plusieurs moments, il est la production, la redistribution, l'échange et la consommation. Mais l'essentiel pour Karl Marx, lorsqu'il dit que la base de l'économie, c'est la base de la société, il entend la production et pas forcément la distribution, puisque d'après lui, la distribution pourrait être déterminée par les facteurs supraéconomiques, les facteurs en fait qui appartiennent à la superstructure, comme par exemple la conquête par la guerre qui donne lieu à la répartition nouvelle des richesses avec le pays conquérant qui va en fait partager ses conquêtes. Donc pour lui, c'est le mode de production qui est essentiel. Il faut dire que cette vision de l'analyse classique et la critique de l'analyse classique a continué dans l'analyse néoclassique. Dans l'analyse néoclassique, un système économique comprend deux parties. La première partie, c'est le processus matériel. Le processus matériel est représenté par l'analyse de Leontief, de input-output, entrant et sortant, et cela aboutit à ce qu'on appelle la théorie d'équilibre général. Et il existe aussi un deuxième élément, le processus de contrôle, qui prend en compte en fait les institutions et les organisations. Mais dans l'analyse néoclassique, le rôle primordial appartient au processus matériel qui, à leur tour, détermine les processus de contrôle. OK. L'approche institutionnaliste prend le contre-pied de l'approche économique. Contrairement à l'approche économique, l'approche institutionnelle considère les institutions comme le point déterminant pour l'économie. Donc, on donne la primauté aux institutions et pour analyser les institutions, souvent on prend les modes de transaction et l'appropriation. C'est plutôt la répartition que la production qui prime dans l'analyse en termes institutionnels. Nous pouvons nommer John Commons, Carl Polanyi, Janusz Kornai, Douglas North, Olivier Williamson, les différentes tendances pouvant être présentées dans l'approche institutionnelle, mais ça ne se limite pas à là. La personne que j'aimerais bien introduire, parce que ces analyses étaient particulièrement liées à l'analyse des systèmes économiques, c'est Janusz Kornai, dans son ouvrage 92. Il établit 5 blocs d'analyse. Les 3 premiers blocs sont les institutions fondamentales et d'après lui, il existe une relation de causalité hiérarchique. Pour lui, pour comprendre un système économique, ça commence par le régime politique et idéologique qui, à son tour, détermine
les formes de propriété prépondérantes, et les formes de propriété prépondérantes dans une économie, à son tour, déterminent la forme de coordination déterminante, et par les formes de coordination déterminante, on entend la coordination par le marché ou la coordination bureaucratique ou la coordination en fait coopérative. Et puis, les formes de coordination déterminent à leur tour les règles comportementales des agents économiques, et les règles comportementales des agents économiques déterminent l'état normal de l'économie. Donc, ça, c'est une deuxième approche qui, en fait, inverse, qui prend exactement l'opposé de ce qu'on voit dans la conception matérialiste historique. L'approche que je vais privilégier, je vais développer, et j'explique pourquoi dans mon ouvrage, dans le premier chapitre, c'est l'approche en termes de causalité cumulative. Dans ma conception, les institutions déterminent l'économie, les processus économiques, mais aussi l'économie en tant que production détermine les institutions. Donc, pour moi, il y a deux concepts à être articulés: mode de transaction et mode de production. Et le concept Myrdal de causalité cumulative et pas causalité hiérarchique, mais indispensable pour le faire. Je distingue les horizons temporels, l'horizon temporel de long terme et l'horizon temporel de très long terme. Dans l'horizon temporel de long terme, je pense que l'évolution institutionnelle détermine le changement économique, alors que dans très long terme, et par très long terme, j'entends les évolutions en 25 ans à 50 ans, qui est en fait les vagues Kondratiev-Schumpeter, c'est l'évolution technologique qui détermine le changement institutionnel. Donc, voici en fait le schéma que j'expose pour expliquer mon approche. Il existe deux institutions fondamentales, c'est l'idéologie et le pouvoir politique, les formes de propriété dominantes, qui déterminent à leur terme mode de coordination. Je distingue 4 formes de coordination: par le marché, par l'autorité ou bureaucratique, coopérative et destructive, et ça, à son terme, détermine les différentes formes de transaction, la distribution et l'échange, et le forme de transaction détermine aussi les modes de production qui sont en fait les forces productives et les relations sociales de production, et les modes de production, à leur terme, déterminent les institutions fondamentales. Donc, vous voyez que c'est circulaire, et dans ce sens-là, la causalité n'est pas hiérarchique, mais c'est essentiellement cumulatif. OK. Deuxième point dans mon cadre théorique général, c'est une distinction que j'introduis entre le capitalisme de marché et le capitalisme politique. Cette distinction suppose qu'avant l'ascendance de capitalisme moderne au XIXe siècle, le capitalisme qui a dominé la production, le capitalisme existait. Il existait, mais à la marge de la société. Cette idée a été avancée par deux théoriciens. Le premier que je dois en fait nommer ici, c'est l'école des annales Braudel, qui a clairement montré l'existence de capitalisme, surtout capitalisme en fait par le commerce lointain, qui a précédé le capitalisme moderne et qui a brisé l'économie de subsistance. Le deuxième approche, c'est Max Weber. Weber, depuis 1905, dans l'éthique protestante et ensuite économie-société, a introduit le capitalisme politique versus le capitalisme marché. Et c'est pour lui les formes d'acquisition de profits monétaires
par les moyens hors marché. Les moyens hors marché pourraient être l'État, pourraient être les personnages politiques, les formations politiques ou les partis politiques, mais aussi les forces religieuses. Et lui pense que le capitalisme politique, il existe depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité. Et il essaye de mobiliser ce concept pour expliquer l'effondrement de l'Empire romain ainsi que l'Empire chinois. Pour lui, le capitalisme politique surtout existe pendant les périodes de guerre. Et c'était la période de guerre qu'on pouvait en fait avoir des esclaves et aussi de l'argent, de l'or, des métaux précieux et qu'on vendait et on créait le marché. Dans la période récente, on a toute une série des économistes qui ont travaillé sur le capitalisme politique après la domination du capitalisme de marché. C'est-à-dire que le capitalisme politique n'était pas dans la production, contrairement au capitalisme de marché. Le capitalisme de marché a dominé la production, il a étendu le champ de marché et on a toute une série des économistes ou historiens économistes comme Kolko qui a fait une analyse détaillée du capitalisme américain début du XXe siècle, entre 1900 et 1912, pour expliquer la naissance, l'émergence, la jeunesse de capitalisme politique moderne, et aussi Holcomb, Randall Holcomb, qui a expliqué l'histoire du capitalisme pendant ces dernières 30 ans par le capitalisme politique aux États-Unis autour de ce qu'on appelle revolving doors et l'influence que les différents groupes, y compris dans le finance, ont pu avoir, établir au sein du gouvernement ou les complexes militaro-industriels. Milanovic a développé ce concept pour expliquer en fait la façon dont le capitalisme a développé en Chine, Vietnam et pas mal d'autres pays africains. Et aussi, on a l'économiste historien Brenner de l'approche marxiste qui a essayé d'expliquer les dernières 20 ans aux États-Unis en termes de capitalisme politique et aussi la façon dont, en fait, les nouvelles politiques aux États-Unis ont évolué depuis le régime de Trump. OK, quelles sont en fait les analyses que je développe pour le capitalisme politique? Bien évidemment, dans le chapitre 4, j'offre un en fait, horizon très large, une gamme très large des analyses qui ont été qui ont formulé le capitalisme politique. Mais moi, personnellement, je caractérise le capitalisme politique dans cet ouvrage par 5 caractéristiques. Première chose, c'est la définition de capitalisme politique. Pour moi, ce sont les mécanismes en fait prédateurs de recherche de profit ou rent-seeking qui sont monétaires par les moyens hors marché. Et ils sont tirés essentiellement bénéfice de la répartition, de l'accaparement des ressources. Deuxième chose, la précondition pour ce type de capitalisme est la confusion. On crée les nuances, on enlève, on supprime en fait, le capitalisme politique. On a en fait une situation que la démarcation entre la propriété et la souveraineté est effacée. Donc, c'est soit parce que ceux qui possèdent les grands capitalistes essayent de dominer et utiliser l'État, ou bien le contraire, ceux qui détiennent les rênes de l'État essayent d'influencer et créer de leur patrimoine, de leur entreprise dans l'économie. De toute façon, la fameuse démarcation entre souveraineté et en fait propriété doivent être nuancées. Et cela, pour un économiste, implique quoi? Cela implique une double défaillance. Défaillance à la fois de marché et de l'État. Troisième point, c'est que le capitalisme politique requiert une collusion entre l'État
et le secteur privé dans l'activité de recherche de rente. Et il n'est pas possible de concevoir un capitalisme politique sans concevoir un État prédateur et une bureaucratie d'État qui utilise l'appareil d'État comme un moyen de s'enrichir, de s'accaparer. Quatrième point, le capitalisme politique renforce la tendance à la bureaucratisation au sein des relations de marché. Et enfin, sur le dernier, sur le plan sociologique, le capitalisme politique donne lieu à l'existence de ce qu'on appelle un petit groupe d'élite ou de ceux qui sont en fait gouverneurs de différents groupes et couches qui se nourrissent et qui exploitent la société, la majorité de la population. Enfin, je distingue deux grandes voies à l'émergence de capitalisme politique. L'un qui commence par accaparer les pouvoirs souverains afin de contrôler les propriétés. C'est le cas de l'Iran et pas mal des pays qui sont marqués par la malédiction des ressources naturelles, soi-disant la malédiction des ressources naturelles, mais vous pouvez aussi le montrer comme la malédiction des institutions. L'Iran est un exemple, est un cas emblématique. Et il existe une deuxième grande voie, c'est ceux qui dominent sur la propriété, sur l'affaire, et qui, à partir de là, essayent d'acheter l'État et de dominer l'État. OK. Troisième point dans mon analyse théorique, c'est la mode de coordination que j'ai beaucoup expliqué. Sur ce point-là, je suis inspiré par Karl Polanyi, la triade de Karl Polanyi, qui est la coordination par le marché. Comme vous le savez, c'est contrôlé par le système de prix. La coordination bureaucratique ou autoritaire qui est en fait régulée par le système de commandement. La coordination en fait basée sur la réciprocité qui est une forme de coopération. Et moi, en fait, pour Polanyi, ces trois types de coordination souvent coexistent. Ils ne sont pas, en fait, s'ils les distinguent, c'est pour une clarification théorique, mais dans la réalité, une économie est toujours une articulation entre ces trois grandes formes de coordination. Sauf que Polanyi ne parle pas lorsque cette articulation est cédée, est remplacée par une désarticulation. Et surtout, c'est les périodes de crise. À ce moment-là, il existe un nouvel type de coordination qui peut prévaloir, c'est la coordination destructive. Et quelles sont les caractéristiques principales d'une coordination destructive que je l'appelle comme ordre chaotique ou comme intégration par la coercition? 3-4 points peuvent être marqués. Première chose, c'est l'institutionnalisation du conflit ou un ordre en fait anarchique. Deuxième point, c'est l'existence des institutions parallèles reposant sur une double défaillance de marché et de l'État. Troisième chose, c'est le mécanisme de l'accaparement ou l'appropriation. Et quatrième élément, c'est l'absence d'une démarcation entre la souveraineté et la propriété. Pour vous donner un exemple, imaginons comment on peut allouer la terre. Dans le système coordination par le marché, c'est le prix, achat et vente de la terre. Dans le système bureaucratique, c'est la distribution de terre par exemple, une réforme lancée par l'État. La coordination coopérative, c'est l'allocation communale. Et pour la coordination destructive, c'est enclosure, enclavement. D'accord? C'est une forme d'utilisation accaparement des terres par la force coercitive. Donc, dans cette partie-là, j'ai expliqué mes concepts principaux. En fait, le cadre principal, c'est d'une part la façon dont je vois la carte théorique en termes de causalité cumulative, première chose. Deuxième chose, c'était la notion de capitalisme politique
par rapport au capitalisme de marché. Et le troisième, c'est l'importance de coordination destructive lorsqu'il existe une double défaillance dans le marché et, et par l'État. Maintenant, j'arrive à la deuxième partie de mon exposé portant sur le cas iranien, Amphal et le capitalisme politique islamique. Première chose, je dois dire ici, par l'islam, j'entends l'islam chiite, d'où descend, qui domine en Iran. L'islam chiite, c'est 10% de la population islamique. Donc, les sunnites, ils constituent 90%. Donc, pour être plus précis, il faut dire que c'est l'islam chiite. Qu'est-ce que c'est l'Amphal? Regardez sur Internet, vous voyez deux choses et pas plus. Un, c'est les références à Coran, en fait des versets dans le Coran. Et aussi, vous voyez le bombardement chimique pendant la période de Satan. Mais vous ne comprenez rien de Amphal. Qu'est-ce que c'est Amphal? Ça, vous avez vraiment une seule source sur cette histoire-là. Moi, j'ai regardé pas mal des ouvrages en anglais dans les recherches études de MENA, Middle East Studies, et vous ne voyez pas vraiment des traces de Amphal. Amphal, c'est le principe de base de la finance publique dans l'islam chiite, selon laquelle les propriétés publiques qui n'a pas de propriétaire, ce qu'on appelle en latin res nullius, d'accord? Il appartient à l'imam, au guide suprême, d'accord? Et donc, il y a une grande différence entre Amphal et la possession des propriétés publiques par l'État islamique. Dans l'islam chiite, vous avez deux types de finances. Finance publique pour l'ensemble des musulmans qui appartient à Beitul Mal, le trésor public. Et en parallèle, vous avez les propriétés publiques non étatiques appartenant à l'imam en tant qu'imam, pas en tant que représentant des musulmans. Et ça, c'est Amphal. Et ça prend de quoi? Donc ici, rapidement, vous avez en fait le chapitre 5 qui vous donne dans mon ouvrage en détail par rapport aux références coraniques, mais aussi la façon dont Amphal est stipulé dans la constitution de la République islamique d'Iran après la Révolution. Donc, vous pouvez chercher Amphal dans le 8e sourate du Coran, et je ne vais pas entrer dans les détails. Article 45 de la Constitution de la République islamique d'Iran, sachant que si vous regardez le français, le texte français, la traduction française ou anglaise de l'article 45, vous ne trouverez pas Amphal. Amphal, c'est quelque chose que le régime islamique a essayé de cacher, de dissimuler. Il a essayé de dire que Amphal n'existe pas. Amphal, c'est comme si tous les États du monde gèrent les propriétés de ce genre, les biens publics, les propriétés publiques non étatiques qui n'appartiennent à personne. Mais ça prend de quoi? Donc, vous voyez ici les montagnes, les rivières, les mines, et il prend aussi tout ce qui est la conquête des terres de ceux qui ne sont pas musulmans et qui sont mécroyants. Il s'agit aussi de tout ce qui est les propriétés confisquées de tyrans, c'est-à-dire le Shah d'Iran, par exemple, et les 53 industriels et financiers, leurs biens sont considérés les biens qui appartiennent à l'imam, et aussi l'héritage qui n'a pas héritier. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a énormément de choses que je dois expliquer. C'est tout un patrimoine qui appartient selon la finance publique. Donc, qu'est-ce qui découle de l'Amphal? Ce qui découle, comme je vous ai dit, il y a une double défaillance de marché et de l'État. Dans quel sens? En Iran, vous avez deux trésors publics.
le trésor public qui appartient à tous les musulmans, ça c'est en fait Beit al-Mal, et le trésor qui appartient à l'imam, guide suprême. Vous avez deux systèmes bancaires, deux systèmes de banque centrale. Un qui appartient aux banques en général et l'autre aux banques islamiques. Vous avez deux systèmes aussi de sécurité sociale. Sécurité sociale liée à l'État et la sécurité sociale qui est liée aux fondations religieuses et militaires. Et vous avez aussi deux types de systèmes de corporation, l'un qui est lié à l'État formel et l'autre à l'imam et SEPA. C'est quoi SEPA? SEPA, c'est les gardiens de la révolution islamique, donc qui n'est pas comme l'armée, en fait, officielle. Donc, c'est ça qui est la force particulière développée, la force militaire particulière développée, qui est aussi liée au développement de nucléaire en Iran. Donc, pour vous donner le poids de Anfal et ses alliés, je vais vous donner 4-5 grandes corporations qui sont des holdings. Mais avant ça, je dois vous dire qu'en Iran, après la révolution 79, tous les biens qui ont été confisqués du Shah ou pas mal d'autres secteurs ne sont pas nationalisés. Ils sont uniquement nationalisés pour partie. Une grande partie sont gérés de façon autonome, indépendante de l'État par le guide suprême dans les organismes qui sont des holdings, qui appartiennent et qui sont sous l'égide de l'imam. Ces corporations ne sont pas contrôlées, ils sont par l'État normal, c'est-à-dire le Parlement ou le pouvoir exécutif n'ont aucun droit de contrôle ces institutions qu'on appelle islamiques, révolutionnaires, appartenant à l'imam, qui sont sous l'égide de l'imam en tant que personne. Je vous cite quelques-uns qui ont un poids particulier. Le premier, c'est Fondation des Mustazafin, Fondation des héritiers, Fondation des héritiers, qui a été créée en mars, en fait, 1979, et il détient les propriétés de Bunyad Pahlavi. Le fondement de Pahlavi est pour partie de 53 industrialistes et financiers. Ces propriétés n'ont pas été nationalisées, même si ils étaient confisqués, ils sont gardés séparément du système d'État sous l'égide du guide suprême. Et en fait, ils ont un pouvoir énorme, comme je vous explique par la suite. C'est eux qui gèrent aussi pour la partie l'exploitation des champs pétroliers. Le deuxième, c'est CETAD, The Execution of Imam Khomeini's Order. Ça, c'est après la guerre de 8 ans avec l'Irak. Il a été créé en 1989, lorsque Khomeini était encore en vie. Mais 6 mois après cet édict par Khomeini, cette fatwa, verdict par Khomeini, cette institution a été gérée par le nouveau guide suprême, M. Khamenei. Vous avez un compte-rendu très détaillé dans Reuters 12, 13, 14 novembre 2013 sur cette institution qui détient 95 milliards de dollars de propriété et de la terre urbaine. Troisième, c'est Khatem al-Anbiya, c'est la partie économique des gardiens de la révolution, armée révolutionnaire liée à l'imam, au guide suprême. Ils ont en fait, les militaires sont très présents en économie iranienne, et ça, ces militaires ne sont pas partis de l'Anfal, mais ils sont les alliés de l'Anfal. Et le quatrième, c'est Ostan et Rotzer-Azavi, c'est une forme de waqf. Mais waqf, pendant la période de la révolution islamique, fait partie de Anfal qui est géré par le guide suprême.
Ces 4 institutions, ces 4 holdings, ensemble, ils détiennent 60% de l'économie iranienne. Donc, en fait, par rapport au niveau de patrimoine, ces 4 grandes holdings, ils sont en fait détiennent la majorité de patrimoine iranien. OK, quelles sont les spécificités du capitalisme politique lié à Amphal? La première chose, c'est que Amphal crée un régime confiscatoire. Confiscatoire par rapport à quoi? Par rapport aux propriétés publiques. Propriétés publiques qui, en fait, n'appartiennent à personne, c'est-à-dire res nullius. Ça prend quoi? Le champ pétrolier, comme mine latente. Ça prend quoi? Ça prend la montagne d'Amavand, dont la poussière sont vendues aux pays du Golfe. Ça prend quoi? Ça prend toute l'utilisation des rivières et le problème écologique qui sont avec. Deuxième chose, cela implique concrètement la dépossession des actifs publics de la population, de peuple, par la partie Amphal et ses alliés, surtout l'institution économique liée aux gardiens de la révolution. Troisième, c'est que on a complètement effacé et on a fusionné la propriété et la souveraineté. Amphal, c'est en fait l'extension de pouvoir de Velayat Farid. Le guide suprême a le monopole de pouvoir souverain, mais il a avec Amphal le pouvoir monopolistique sur les propriétés, les biens publics n'ayant pas propriétaire. Quatrième chose, c'est la primauté des critères politiques au lieu de critères économiques ou l'efficacité économique dans la gestion des entreprises. Et le cinquième et dernier, c'est la prédation qui s'oppose à la production. Je ne suis pas naïf, j'ai expliqué en détail un petit peu ma vision de la prédation en 2015 dans mon ouvrage L'économie politique de la prédation. La prédation peut coexister et développer la production. Ce qu'on a vu, par exemple, aux États-Unis d'Amérique en 1861, pendant la guerre civile et après. Donc, lorsque l'Amérique a conquis et s'est accaparé les terres des Américains natifs, c'était une prédation clairement. Mais cette prédation pouvait donner lieu à un commerce international sur le coton et sur le blé, outre en fait d'autres mécanismes de commerce international. Donc, nous pouvons aussi une prédation qui coexiste et qui renforce la production. On a eu ça aussi pendant le régime de Shah, juste après le régime de République islamique. Le Shah d'Iran aussi avait en fait la part de Lyon sur les recettes pétrolières, mais il a pu aussi développer le capitalisme de marché par les réformes agraires et par le développement d'un secteur privé. Donc, nous pouvons avoir une prédation qui coexiste et qui renforce la production. Mais dans le système de Amphal, vous avez une prédation qui se heurte à la production. Et c'est basé sur quoi? C'est un régime patrimonial qui s'est développé. 80% des capitaux des entreprises, selon une étude qui a été menée, c'est de long terme, je cite ici en bas de page 2018, page 64. Donc, je vais vous lire, we know that a large share, probably 80% of the capital in companies' balance sheet derive from a re-evaluation of the assets and not from the new cash investment. C'est-à-dire, lorsque vous regardez le PIB en Iran, l'augmentation de PIB ne découle pas de la nouvelle valeur créée, mais essentiellement par une réévaluation de patrimoine avec la chute de devises nationales. Donc, 80%,
ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formation de capital brut en Iran est moins importante que l'exit des capitaux. Chaque année, en moyenne, entre 10 à 20 milliards de dollars sortent du pays. Et le montant, en fait, en moyenne de la formation de capital brut, c'est 18,5. Donc, on a en fait une sorte de dépréciation générale de l'investissement en capital fixe. OK, j'arrive à la conclusion. Pour une étude comparative des systèmes, je prends trois types d'économies: le socialisme d'État, le système libéral de capitaliste au marché. Par le socialisme d'État, j'entends le régime type soviétique. Et par le capitalisme marché libéral, j'entends grosso modo système américain. Et j'aimerais bien dire que le capitalisme politique islamique en Iran ne se réduit pas à ces deux. Pour le démontrer, je prends trois critères. Tout d'abord, la structure politique et idéologique. Deuxième, la forme dominante de propriété. Et la troisième, la forme dominante de système de coordination. Donc, pour le système socialiste d'État, vous avez le pouvoir individu du Parti communiste. En système, en fait, libéral marché, vous avez ce qu'on appelle libéralisme avec un système pluraliste basé sur un système électoral qui protège au premier chef la propriété privée. Il est en fait friendly, ami de propriété privée. Il y a un pluralisme, le changement de régime passe pas forcément avec la force, de façon violente, mais la base est la propriété privée. Dans le système capitaliste politique iranien, c'est la jurisprudence de guide suprême. D'accord? Et ce n'est pas la souveraineté du peuple. Le peuple est considéré comme mineur, c'est le guide suprême qui doit guider le peuple. Donc, même s'il y a un président de la République et il est élu, l'élection ne donne pas légitimité à ce président tant que le guide suprême ne donne pas son accord. D'accord? Et c'est le guide suprême qui détient le pouvoir pour toujours, pas en fait le président. Quelle est la forme de propriété prépondérante? Vous avez dans le système socialiste d'État la propriété d'État. Pour le système de marché libéral, vous avez propriété privée. Et dans le système de capitalisme politique islamique, vous avez l'anfal, qui est la propriété restrictive de l'imam sur tout ce qu'on appelle res nullius, c'est-à-dire propriété des biens publics qui n'ont pas propriétaire. Quelle est la forme dominante de coordination? Dans le système socialiste, c'est un système par commandement qu'on appelle la coordination bureaucratique. Dans le système de marché, vous avez la coordination par le marché, système de prix. Alors que dans le système de capitalisme politique islamique, vous avez les institutions parallèles avec une défaillance à la fois de marché et de l'État. Donc, c'est pour ces raisons-là, l'Anfal a donné lieu à une révolution dite islamique en économie, pas uniquement en politique, en 2006, qui a établi un système économique spécifique caractérisé par le capitalisme politique islamique. Merci pour votre attention. Merci à vous, Mehrdad. Philippe, je vais vous laisser commenter. On ne vous entend pas, Philippe. Activer le son. Voilà. Ouais, parfait. Très bien. Mais là, je vous entends. OK. Je partage mon écran.
Alors, est-ce que vous voyez l'écran full screen là? Yes. Alors, que je le réajuste. Je vais prendre sans doute moins de 20 minutes. Je vais essayer de faire rapidement. Alors, tout d'abord, merci à Merdad pour cet exposé très complet et qui détaille le contenu de l'ouvrage que tout le monde n'a pas nécessairement lu, ce qui est l'objet donc de cette forme de vulgarisation avec évidemment un point de vue tout à fait positif et non pas dépréciatif quand on parle de vulgarisation. Alors, je commencerai par une petite provocation. Comment peut-on être persan? Ensuite, je traiterai du caractère référentiel de l'ouvrage. Je poserai la question sur la nature théocratique spécifique du régime de la République islamique. Je m'interrogerai sur la doctrine économique propre à l'islam chiite avec un point d'interrogation car il est peut-être partagé avec la tradition sunnite. Et plus particulièrement, sans détailler, je reviendrai sur les soubassements de l'Anfal. Et enfin, je terminerai sur a-t-on affaire, à un État kleptocrate mais légitime? C'est sans doute une provocation de ma part que vous voudrez bien me pardonner. Alors, tout d'abord, Montesquieu, dans les lettres persanes, présente une satire sociale qui est celle de la monarchie absolue et de la rigidité des préceptes religieux en France, et accessoirement aussi une critique de la théorie monétaire de l'eau, qui peut s'appliquer en partie au cas de la République islamique d'Iran. Et c'est en référence à la fameuse lettre 30 qui contient la fameuse équation que je pose la question: comment peut-on être persan? Ou tout au moins, comment peut-on comprendre la caractéristique spécifique ou peut-être plus générale que constitue la République islamique telle qu'elle nous a été analysée par Merdad juste avant. Alors, nous avons affaire ici à un ouvrage de référence, me semble-t-il, structuré en 5 chapitres principaux, qui est documenté, détaillé sur un cas d'économie politique, et le terme d'économie politique est particulièrement bien choisi, s'agissant donc de l'Iran depuis 1979. Cet ouvrage s'inscrit clairement dans le cadre de l'analyse des institutions et appartient donc au sens large à l'institutionnalisme et au sens plus spécifique à la théorie du public choice. Sans détailler, je présente l'essentiel du contenu de cet ouvrage. Le chapitre 2 est consacré aux différents modes de coordination par les marchés et par l'autorité et leurs conséquences, il manque un S, excusez-moi, qui peut être coopérative et destructive ou destructrice. Le chapitre 3 conceptualise la coordination destructive à travers la théorie des jeux qui paraît en effet appropriée pour comprendre pourquoi nous pouvons avoir des échecs majeurs, d'où la notion de destruction, qui n'est pas la destruction créatrice à la Schumpeter, mais qui est une forme d'annihilation de la richesse. Dans le chapitre 4, Merdad aborde la définition et les variétés du capitalisme politique, et là on a affaire à l'ébauche d'une analyse comparative. Il a d'ailleurs cité, dans le cas de la prédation vis-à-vis des Native Americans en Amérique du Nord, on peut penser au cas des Chinois, à l'islam et sans doute d'autres encore, sans oublier évidemment l'Europe occidentale. Et ici, un point important qui permet de comprendre le mécanisme de cohésion, sinon de légitimation, c'est le principe du cronyisme, c'est-à-dire du népotisme qu'on pourrait traduire en français par le copinage. C'est-à-dire que les corruptions croisées font qu'on renforce la cohésion parce qu'on a toujours quelque chose à perdre à quitter le réseau corrupteur. Et on n'a évidemment que des avantages à y rester. Le chapitre 5 alors, est particulièrement important parce qu'il va poser les jalons des 2 autres chapitres qui sont tous les 3, le 5, le 6 et le 7, consacrés à Anfal et à l'économie islamique dans ses fondements coraniques,
dans son rôle au regard de la constitution de la République islamique d'Iran, constitution sans C majuscule, c'est-à-dire sa mise en œuvre, sa place dans les finances publiques, où j'aurais à poser une question 2, et dans ses divers supports, aussi bien les actifs que ce qui m'apparaît, mais je voudrais justement poser cette question à Mehrdad, une sorte de formule à la fonds souverain que l'on peut trouver dans d'autres régimes économiques, dans d'autres systèmes économiques, et régimes politiques, qui ne seraient à ce moment-là pas spécifiques. Par contre, la légitimation, elle, est spécifique. Au chapitre 6, on a une présentation détaillée des différentes étapes qui marquent son extension. Et le chapitre 7 s'inscrit dans le prolongement du chapitre précédent et s'interroge sur le sens de la privatisation possible, de la libéralisation ou de l'islamisation, et de l'articulation entre amphales et modes de coordination. Donc, d'une certaine façon, l'auteur nous boucle la démonstration, je crois, de façon didactique et convaincante. Pour terminer, c'est le bouquet final, c'est l'apothéose, si l'on peut dire. C'est donc une réflexion plus générale sur le capitalisme politique islamique et l'économie de la prédation, qui prolonge les travaux antérieurs de l'auteur, sur ses actifs. Alors Mehrdad en a parlé à propos du pétrole, qui est un exemple en effet tout à fait pertinent, il y en a d'autres, et ses conséquences en termes de thésaurisation, bien sûr de dashtésis pour le pétrole, de fuite des capitaux et du travail, voire de désastres écologiques. Je termine en observant qu'on dispose là aussi d'une bibliographie très riche, plus de 50 pages, dans laquelle figurent des références essentielles. On peut retrouver le théorème de cause, Max Weber qui a été cité, Myrdal pour la causalité cumulative, Polanyi et la transformation, la grande, Sherlock et Williamson. Par contre, Buchanan n'est pas cité, alors que sur les régimes constitutionnels, c'est une référence, certes institutionnaliste de loin, mais du public choice de manière tout à fait pertinente. Enfin, il fallait bien que je fasse une remarque désagréable pour donner l'impression que j'avais lu avec attention. C'est la règle du jeu. L'index est particulièrement détaillé. Alors, c'est aussi bien un index des auteurs qu'un index des mots-clés, 30 pages, qui vient compléter cet ouvrage de référence. J'ai beaucoup appris. Et du coup, un certain nombre, qui ne sont pas exhaustifs, de questions me sont venues. Tout d'abord, et ça c'est un des points sur lesquels Mehrdad a dévoté son exposé, sans le détailler faute de temps, j'imagine, est-ce que l'analyse comparative permet d'identifier la spécificité de l'Iran, que je traduirais par l'Iran, un État théocratique spécifique, ou, et il l'a reprécisé après, donc c'est un peu une question dont on peut imaginer la réponse, l'Iran est-il, comme cela s'énonce, une république islamique, c'est-à-dire le régime politique d'un État théocratique spécifique dont la Constitution énoncerait que l'islam est la religion officielle du pays? Si on s'en tient à cette définition qui est banale, qui peut être même, je crois, journalistique, à ce moment-là, il me semble qu'on peut tomber dans la confusion. Parce qu'on peut identifier 4 États théocratiques qui sont des républiques islamiques. Le Pakistan a précédé l'Iran en 1973, l'Iran depuis 1979. On a affaire à la Mauritanie depuis 1991 et l'Afghanistan, par des allers-retours, est devenu république islamique, puis redevenu émirat. Et donc, la caractéristique majeure de ces 4 exemples est qu'un seul, les chiites, à savoir l'Iran. Alors, peut-être que le chiisme n'est pas une spécificité au regard du fait que le Coran est une référence très largement partagée aussi bien par le chiisme que par le sunnisme. Ajoutons, pour semer un rien de confusion dans l'auditoire, qu'il y a d'autres États théocratiques qui sont des monarchies et non pas des républiques islamiques. On pense immédiatement à l'Arabie saoudite, dont on sait par ailleurs que ce n'est pas non plus un modèle de capitalisme, mais moins encore de démocratie. Donc ça veut dire que
on bute, et ça, ce n'est pas forcément une critique qui s'adresse seulement à l'auteur, mais à l'ensemble des travaux d'analyse comparative, sur le fait que les concepts sont à la fois commodes, plastiques, mais en même temps, de par leur ambiguïté, ne nous permettent pas d'avoir une classification autre qu'en phase 7, c'est-à-dire on a affaire à des ensembles flous qui appartiennent ou qui n'appartiennent pas. Voilà, j'ai jeté la pierre dans le jardin de Merdad. Troisième question qui me paraît tout à fait fondamentale, donc l'ouvrage dont Merdad est l'auteur, qui est un économiste, concerne, enfin tel que je le comprends, la relation entre l'islam politique ou le régime politique et l'islam en amont, et plus précisément l'islam chiite, et sa doctrine économique, si je puis dire, en aval. Alors, si c'est une doctrine, évidemment, elle est normative par nature et elle se prête très bien à une interprétation religieuse, voire théocratique, puisqu'elle vise à identifier et à promouvoir un ordre économique qui serait conforme aux textes sacrés. Donc le Coran, les traditions islamiques, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes au regard du sunnisme et au regard du chiisme, et disons d'une manière plus générale de l'interprétation des épigones. Notons d'ailleurs que ce n'est pas spécifique à la religion, puisque nous avons ça aussi dans des traditions tout à fait non religieuses et particulièrement riches. On peut penser à la discussion sur l'interprétation du marxisme par ses épigones depuis l'origine. Alors, tel que cela est résumé, et sans doute que je vais sombrer dans la caricature et je serai corrigé par l'auteur. Les fondements de l'ordre économique sont de deux sortes, au moins sur le plan majeur. La prohibition de l'intérêt et de la spéculation d'une part, qui régule la finance islamique, et d'autre part, la fonction de redistribution ou de répartition de l'aumône légale. Excusez-moi, il y a une faute là, c'est pas L', c'est légal au sens de la légalité, qui est donc servi aux pauvres, la zakat. Et le concept d'anfal est donc ici mobilisé en référence à la 8e sourate du Coran, qui se traduit en français, probablement assez mal, mais Merdad saura nous corriger, par le butin, la rapine, la prédation, le prélèvement. Alors, il faut rappeler que c'était aussi exactement l'origine en termes romains de l'impôt, puisque l'impôt était considéré comme par nature confiscatoire. Alors, si je détaille un peu, et Flore, je reste dans les limites imparties, donc il me reste combien de temps? 5 minutes, 10 minutes? Non, il te reste 10 minutes, tu peux. Hein, 10 minutes, bon, bah, c'est développer. d'une générosité excessive. Il ne faut Oui. pas m'inciter à bavarder. Alors, dans la finance islamique, je commence par les contrats de financement sans intérêt, par référence à la prohibition de l'intérêt. Alors, il y aurait toute une discussion à avoir, certainement passionnante, sur l'histoire de la pensée islamique, qui, je crois, est à peu près aussi subtile que l'a été la théologie catholique, qui a fait des contorsions épouvantables pour utiliser l'intérêt sans le justifier et pour trouver des analogues, ce qui fait que, en regardant les contrats de différentes catégories, j'en distingue 4. Le premier type de contrat qui concerne l'achat d'un actif réel pour le compte du client et qui est revendu à un prix prédéterminé majoré avec un markup, la propriété de l'actif demeurant entre les mains de l'acheteur jusqu'à ce que le client règle les paiements complets. C'est une pratique qui n'est pas spécifiquement islamique et qui d'ailleurs, dans sa forme la plus élaborée, peut trouver, comment dirais-je, le type de contrat qui a été développé par la suite, qui est le contrat de location avec option d'achat, donc le leasing. Et dans tous ces deux cas, nous n'avons pas affaire à de l'intérêt, nous avons affaire à une commission qui est le nom honteux qui masque l'intérêt, puisque l'intérêt, bien évidemment, a des fondements économiques qui sont justifiés depuis la fin du XVIIIe siècle par le fait qu'on ne peut pas avoir de déperdition
d'une somme prêtée, puisque lorsqu'on l'a prêtée, on n'en a plus l'usage. Mais la confusion a été savamment entretenue, alors par le Coran lui-même, c'est la fameuse sourate de la vache, prête sans espoir d'être remboursée. C'est-à-dire, le prêt et le don sont confondus. Or, ce qu'a inventé l'analyse économique et plutôt l'analyse bancaire à ses débuts, qui était probablement beaucoup plus empiriste que théorique, c'était de dire on va trouver un système pour aller au-delà du triple contrat de Thomas d'Aquin ou d'autres qui avaient inventé des choses du genre ma main droite ne voit pas ce que ma main gauche fait et mes deux mains servent à cacher mes yeux. C'est-à-dire, en gros, le règne de l'hypocrisie fait qu'on utilise l'intérêt qui n'est pas de l'usure. Eh bien, je pense que le génie bancaire, aussi bien sunnite et probablement chiite, ils doivent être assez voisins de ce point de vue-là, a inventé à peu près la même chose. Alors, si je voulais être provocant, je dirais que c'est la même chose que les ersatz. Si vous voulez, vous pouvez avoir quelque chose qui ressemble à de l'alcool, mais qui n'est pas de l'alcool. Les deux autres contrats sont plus surprenants parce que nous avons affaire à des contrats proprement dits de financement où les bénéfices sont partagés selon un rapport prédéterminé. Là, encore une fois, on voit la cohérence. Il ne s'agit pas de laisser la moindre place au hasard. Et le financeur n'est pas assuré de percevoir un rendement et supporte la perte. Là, je m'aperçois que j'ai mis en fait la mauvaise version, celle non corrigée. Vous voudrez bien m'en excuser. Je remettrai la version définitive corrigée. Et donc, ça veut dire que nous avons réellement affaire à un financement risqué, ce qui existe dans toute banque d'affaires et pas spécifiquement islamique. Et enfin, nous avons le fameux contrat de participation, dans le cadre duquel le financeur et l'entrepreneur contribuent au capital, dont les bénéfices sont partagés selon un ratio prédéterminé, non proportionnellement à la contribution, mais les pertes sont partagées en revanche en proportion du capital investi. Alors la question se pose. J'avais fait avec deux autres collègues un papier puis ensuite un chapitre d'ouvrage. Ces deux derniers contrats dans les actifs financiers des portefeuilles des banques islamiques, alors je préciserai, on avait également étudié le cas de l'Iran, montrent qu'il s'agit de contrats d'affaires dont la part est minime. Autrement dit, l'argumentaire qui m'apparaît être injustificatif consiste à dire on ne tient compte que du risque et du profit, et il n'y a pas d'intérêt. Mais en réalité, ces pratiques-là, qui concernent une banque d'affaires tout à fait légitimement, sont évidemment extrêmement rares. En tout cas, la question se pose de savoir, et je la pose, sont-ils répondus dans le cadre de la banque islamique qui prévaut en Iran, puisque toutes les banques en Iran sont par définition islamiques. Il ne peut pas y avoir de modèle hybride avec des banques occidentales. L'autre aspect, et c'est là où Mehrdad a tout à fait insisté à juste titre, c'est sur le principe de transfert de propriété, puisque l'autre versant, c'est tel que je le lis, hein, bien sûr. Au-delà de la zakat, nous avons des catégories de dons qui assurent le transfert de propriété. Nous avons des dons volontaires qui ont le même objectif que la zakat, sans restriction sur les bénéficiaires. Et nous avons le waqf, qui est une institution charitable qui recueille une propriété privée, un actif perpétuel, quelque chose. Et c'est là précisément où le génie, j'ose dire, de l'ingénierie financière et des transferts de propriété dans le système de l'ANFAR a su trouver les justificatifs, sinon les mécanismes, permettant cet accaparement fondé sur la prédation dont Mehrdad a donné l'exposé juste avant. Donc, je ne vais pas redétailler, je me contente de citer pour faire court. Et comme ça a été bien souligné, c'est le fait que nous n'avons pas affaire à une propriété collective, donc ce n'est pas un bien musulman qui appartient à la collectivité, mais c'est un bien privé, ou en tout cas un bien sous statut privé, mais qui est légitimé par le fait qu'il revient de droit à l'imam
le guide suprême, et qui recouvre les 4 fonds. Alors, je me pose la question de savoir s'il s'agit de fonds souverains, à l'image de ceux que nous pouvons trouver dans les économies occidentales. Bon, je ne détaille pas, moi j'ai été très frappé parce que l'ouvrage énonce, à savoir que plus de 60% de l'économie iranienne appartient à ces 4 fonds islamiques et se trouve sous le contrôle direct des autorités qui se sont accaparées. Donc c'est considérable et en effet, on est en droit de se poser la question de savoir si on a affaire à une variante d'un capitalisme d'État ou à quelque chose qui ne ressemblerait pas nécessairement à un socialisme d'État, sauf si la socialisation ne concerne que les ayants droit, c'est-à-dire les gardiens de la Révolution, l'imam et disons toutes les autorités qui profitent et qui ont la main non pas sur la caisse, mais directement dans la caisse. Je conclurai par la question suivante: a-t-on affaire à un État kleptocrate légitime? Alors, la théorie du choix public qui était brièvement rappelée par Merdad énonce que la rente est un avantage non commercial ou un prélèvement de monopole distinct du revenu normal ou du bénéfice supplémentaire résultant de la recherche de profit, selon la signification que donnait Schumpeter à la théorie du profit au début du XXe siècle. Alors, cela combine à la fois un effet sur les entreprises et sur les causes liées à l'interaction des groupes d'intérêts spéciaux, et nous avons affaire typiquement à des groupes d'intérêts spéciaux qui se confondent en grande partie avec les autorités et qui visent au maintien ou à la maximisation des avantages monopolistiques. Et on comprend très bien le rôle majeur que joue l'un des fonds qui est directement dédié au financement des gardiens de la Révolution, qui sont les meilleurs défenseurs du régime politique et du système économique existant. Et me semble-t-il, à juste titre, comme c'est explicitement revendiqué par l'auteur, la recherche de rente est liée à la qualité de la gouvernance économique et politique, on devrait dire plutôt politique pour suivre son raisonnement, et économique, et donc à la nature propre du régime politique. Et ça, la démonstration me paraît tout à fait pertinente. D'où la question, petite provocation, sans grande conséquence, dans quelle mesure la République islamique d'Iran constitue-t-elle un État kleptocrate, mais légitime? Je vous remercie, quelques références, et je me donne l'obligation tout de suite après de vous envoyer un PowerPoint absolument propre, avec toutes mes excuses pour les coquilles. Merci beaucoup, Philippe. Merdad, je vais te laisser répondre en quelques minutes, quelques minutes pour laisser ensuite circuler la parole au sein des personnes présentes. Merci. Avec plaisir, Flo. Tout d'abord, tous mes remerciements à Philippe pour avoir présenté un rapport aussi détaillé, aussi riche sur différentes parties de l'ouvrage, qui est à la fois un bon exposé de l'ouvrage et les interrogations éventuelles qu'on peut avoir parfois qui peuvent aussi prolonger certaines thèses de l'ouvrage. Pour en fait passer plus rapidement la parole au présent, je vais essayer d'être bref. En résumé, je vais essayer de me focaliser sur un certain nombre de points pouvant être intéressants pour entamer un échange et un débat. Premier point que j'aimerais bien dire un mot, c'est sur l'étude comparative des systèmes économiques. Philippe sait que l'étude comparative des systèmes économiques est une branche, sous-branche en économie qui était très utile puisqu'il nous permet de comparer le socialisme et le capitalisme. La personne qui pourrait être citée en fait, dans cette pratique, c'est Janusz Kornai, qui nous a en fait initié à dégager les points importants, les points spécifiques d'un système socialiste par rapport au système capitaliste. Très tôt, cette analyse a été complétée par une analyse de la variété des systèmes socialistes. Et donc, on a pu, par exemple, dégager les caractéristiques du système yougoslave,
le système chinois et aussi le système, en fait, hongrois par rapport à d'autres types de systèmes soviétiques. Et après, plus tard, on a aussi présenté la diversité des capitalismes. Parmi les Français aussi, dans l'école de régulation, on a quelques-uns qui ont essayé de réfléchir en ces termes-là. Bruno Amable étant en fait un des économistes, jeune économiste à son époque, qui est maintenant un professeur à Genève, qui a fait une étude sur la diversité du capitalisme. Donc, donc ça, c'est une discipline bien établie et il n'est pas vraiment des résultats flous. Ça nous donne la possibilité de comparer les différents types de marchés, des différents types en fait de l'État, de différents types de systèmes même de conflits ou résolution de conflits. Et nous pouvons citer énormément en fait des théoriciens qui ont bossé et je pense qu'ils ont certains résultats. Qu'est-ce que moi j'ai apporté? J'ai apporté une chose, je dis très rapidement, on a toujours mélangé le capitalisme de marché avec le capitalisme politique. Et donc, les comparaisons étaient souvent ignorées, tout ce qui est dans le système productif par rapport au système de répartition. Donc, la première chose que je propose, la diversité dans le système de capitalisme marché et dans la diversité dans le système de capitalisme politique. Ça, c'est quelque chose qui, est, en fait, dans cet ouvrage, a été avancé. Et surtout, cette analyse est importante pour comprendre comment le capitalisme s'adapte aux situations critiques, aux situations où il y a la révolution, il y a pas mal de conflits, surtout des conflits prolongés, où la production est souvent éclipsée par la destruction. D'accord? Donc, ce que moi, j'essaye en fait de mettre au centre de l'analyse, c'est 2-3 points qui sont ensemble. Destruction à la place de production. Capitalisme politique au lieu de capitalisme de marché. Crise au lieu de l'état normal ou conflit. Le conflit prolongé. Donc, quels sont les éléments et comment, par exemple, on peut analyser ce genre de situation dans les pays africains, dans les pays d'Amérique latine, en Iran, là où il y avait la révolution. Deuxième chose, c'est sur les régimes islamiques en Arabie Saoudite, les pays de Golfe ou le reste, qui a été cité en fait par Philippe. J'aimerais bien attirer l'attention de Philippe à la différence entre l'islam sunnite et l'islam chiite. Quelle est la différence? La différence est que l'islam sunnite n'a pas d'âme folle. L'islam sunnite n'a pas un prophète qui détient la propriété. Pourquoi? Parce que, en fait, les sunnites ont créé l'empire islamique. L'empire islamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire un trésor public, Beit al-Mal, qui devait complètement concentrer tout ce qui était avant même au prophète. C'est pourquoi Abu Bakr, Othman, les khalifes Rashidin, ils ont dit le prophète n'a pas d'héritier. N'a pas d'héritier, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui appartient à l'État islamique appartient à l'État islamique. On n'a pas un deuxième pouvoir qui est l'imam ou prophète ou les descendants de prophète. D'accord? Donc, ce qu'on avait créé avec ça, c'était un régime tributaire. Les chiites, tout au contraire, ils n'étaient pas pour l'État. Les chiites ont très tardivement, ils étaient toujours pour l'idée que tous les gouvernements existants sont les gouvernements usurpateurs qui ont usurpé le gouvernement légitime du 12e imam, l'imam qui est dissimulé, qui va arriver comme le Messie pour sauver le monde. Donc, tous les gouvernements séculaires sont considérés les gouvernements corrompus, tyrans et usurpateurs. D'accord? Donc,
il y a un changement important qui a eu lieu à partir du XVIe siècle avec le régime safavide, qui a continué 19e par la dynastie Qajar, mais le grand événement, c'est la révolution 1979. La création de Amphal, en fait, Philippe a dit que l'Amphal en islam, ça veut dire butin, et il a raison. Mais l'interprétation chiite ne le limite pas au butin. Tout au contraire, l'interprétation chiite de Amphal, c'est nafl. Ça veut dire tout ce qui est donné en excès. Donc, tout ce qui est donné en excès, ça veut dire tout ce qui sont donations de Dieu, donations divines. Et cela comprend tout ce qui est des propriétés publiques qui n'a pas de propriétaire, res nullius. Donc, contrairement à la définition limitée qu'on trouve chez les sunnites, pour lesquels Amphal, c'est le butin, et c'est le partage d'une partie de butin qui était pendant la période en fait, prophète appartenait au prophète, mais ensuite, le prophète n'a pas d'héritier. Donc, moi, j'ai raconté un petit peu cette histoire. Donc, le système de la finance publique qu'on a pour les chiites est complètement différent du système qu'on trouve chez les sunnites. Chez les sunnites, il a pratiquement évolué dans le même sens qu'on trouve aussi à l'Occident. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est basé sur le régime de tribu, sur la taxe. Dans le système chiite, vous avez deux systèmes parallèles au niveau de trésor public. J'aimerais bien rajouter que sur ce point-là, l'Iran a une spécificité qui n'est pas la spécificité des régimes Arabie Saoudite. Comme l'a bien rappelé Philippe, il s'agit de république. Pourquoi république? Et là, on voit l'empreinte de la révolution de masse en Iran. En Arabie Saoudite, on n'avait pas une révolution de masse, au moins pour l'instant. En Égypte, on a un changement important. Le printemps arabe a une place. Mais l'idée de la République, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime n'a pas d'héritier. Ce n'est pas en fait le fils d'imam qui va devenir imam. L'islam chiite est basé sur un système polycentrique, pas unicentral. Et ce n'est pas le fils de Khomeini qui pouvait être le prochain imam, ni le fils de Khamenei. Donc, il y a des institutions qui ne sont pas complètes après une révolution de masse. Donc, je ne peux pas entrer dans les détails. Je cite pour dire quelles sont les spécificités du régime iranien. Troisième chose que j'aimerais bien dire, tout ce qu'en fait Philippe a dit sur Murabaha, Musharika et Mudariba, c'est-à-dire le système bancaire, il faut dire que, en gros, le système bancaire islamique ou le système financier islamique qu'on l'appelle soukouk, ils sont en apparence sans intérêt, mais sous le prétexte de participer au capital ou musharika, vous avez un intérêt, mais intérêt légitimé. Est-ce que l'économie islamique est ça? Est-ce que par les banques islamiques en Iran, j'entends ça? Absolument pas, Philippe. C'est-à-dire que pour moi, les banques islamiques sont vraiment très à la marge. En Iran, je pense là, peut-être, on a une petite différence. Pas petite différence, c'est simplement à titre d'information. En Iran, il y a les banques non islamiques et islamiques. Toutes les banques ne sont pas islamiques. Mais les banques islamiques sont basées sur un système qu'on appelle la Sazman Iqtisad Islami, l'organisation islamique de la finance. Et ça, c'est une sorte de banque centrale. En Iran, vous avez deux banques centrales, pas une seule banque centrale. Une banque centrale pour le système bancaire normal et une autre banque centrale. Dans le bouquin, comme tu le sais, j'explique un petit peu les fonds fraternels islamiques, fraternité islamique,
et comment la Banque Fondation Nationale existe. Je ne peux pas entrer. Mais pour, entre parenthèses, pour terminer, plutôt pour laisser la parole au plus public, tu as parlé de zakat. Zakat n'est pas pratiqué ni en Iran, ni dans les pays Arabie Saoudite. Zakat, c'est quelque chose en islam qui n'a pas été mobilisé. Mais en fait, Timur Kuran, moi j'ai publié un numéro spécial sur la prédation. Timur Kuran a contribué en disant que si les pays islamiques pouvaient réorganiser leurs banques par rapport à Zakat, on aurait un État non prédateur. Okay? Pour terminer, pour te dire que je ne suis pas très public choice, non pas parce que je ne contribue pas à la théorie de choix public à ma façon. Comme tu l'as bien noté, je ne cite pas Buchanan, je cite ceux qui sont, à mes yeux, en fait, intéressants. Je dois te dire que ce que j'ai présenté par ce bouquin, c'est un schisme chez les public choice, parce que ce que je soutiens n'a rien à voir avec Timur Kuran et la façon dont on regardait l'économie islamique. Donc ça, c'est un débat ou un échange qu'on pourra avoir en dehors de cette réunion aussi. Je termine, Laure. Eh bien, je vous remercie. Merci Mehrdad, merci Philippe. On va laisser la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Je vous demanderai simplement de lever la petite main jaune là pour qu'on voit qui se signale. Visiblement, c'était très clair. On dit dans ces cas-là. Quelqu'un souhaite prendre la parole? Ah, 2 participants ont levé la main. D'accord. Bonjour. Bon, je vois que je suis la première, donc je me permets de prendre Là, la c'est parole. ça. Merci Claire. Bon, tout d'abord, merci à Mehrdad et à Philippe d'avoir présenté, d'avoir fait ces présentations. Merci à Mehrdad d'avoir présenté son ouvrage et à Philippe de l'avoir commenté de manière aussi détaillée et pertinente. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour mon retard. On est en période de jury et c'est un petit peu compliqué de gérer les contraintes d'emploi du temps des uns et des autres. Bon, alors évidemment, j'ai manqué le début de la présentation de Mehrdad, donc je suis désolée si ma question l'oblige à répéter quelque chose qui a déjà été dit. Donc, du point de vue de l'économiste, c'est quand même quelque chose de très surprenant d'imaginer une économie avec 2 trésors publics, 2 systèmes de sécurité sociale, 2 systèmes bancaires, 2 banques centrales. Et en fait, ça suscite plein de questions, c'est-à-dire comment s'articulent ces systèmes, ces différents systèmes, ce système dual. Est-ce qu'il y a comment dire, une parfaite déconnexion de l'un par rapport à l'autre? Ou est-ce qu'il y a quand même, ou alors est-ce qu'il y a une concurrence entre les deux? Ou est-ce qu'on peut imaginer même éventuellement des coopérations? Est-ce que je réagis tout de suite ou on attend pour que tout le monde parle et qu'après je prends la parole? Comme vous voulez, moi je vous suis, Flore. J'ai vu que Claire qui a levé la main pour l'instant. D'accord. Donc je peux répondre? Oui. Très bien. Donc Claire, pour en fait vous répondre, je dois dire que ces doubles systèmes créent pas mal de problèmes dans le quotidien. Mais ce qui détermine les choses, c'est l'imam. C'est l'imam qui permet à la fois la gestion de ce conflit dans la mesure d'où il est possible de gérer et parfois il le laisse, il le profite
avec des petits coups d'État. Par exemple, lorsque le budget national, le budget annuel du gouvernement est déclaré chaque année, ce budget concerne plutôt un tiers de financement public. 2 tiers sont hors de financement public, gérés par, en fait, les institutions liées à l'imam. Donc, on a, grâce à, en fait, ce système, un État formel qui devient de plus en plus endetté, qui devient de plus en plus maigre, qui, en fait, brade ses avoirs, et l'autre État caché, qui devient de plus en plus obèse, qui achète les actifs de l'État formel et qui est géré de façon en fait privée. Privée, pas pour le privé en général, pour ceux qui sont dans le sérail. Donc, pour vous donner un exemple, le pétrole iranien est supposé d'être nationalisé. Mais alors, actuellement, il n'est pas nationalisé. Il est géré par 5, en fait, institutions. Chacune de ces institutions a la possibilité d'utiliser les champs, en fait, pétroliers et les devises appartiennent à chacun. Et par exemple, un, c'est Bonyard, Fondation des déshérités, qui est liée à l'IMA. Ça fait partie de AMFA. L'autre, c'est CETAT, qui est aussi lié à l'imam AMFA. Troisième, c'est Qarargah Khatab, qui est un organisme en fait économique de gardien de la révolution. Et quatrième, c'est Astan Toliat Botsarazavi, qui est VARP. Et le cinquième, c'est l'État formel. Donc, l'État formel aussi, on a en fait des vagues de privatisation qui consistent à transférer la propriété d'État formel, y compris les terres qui appartiennent à la propriété d'État, vers ces institutions qu'on appelle les institutions liées à l'imam, VELAI, les institutions VELAI, les institutions paragouvernementales. D'accord? Donc, est-ce que cela donne à des coordinations? La réponse est oui. En fait, ça donne en fait un système très chaotique. C'est un ordre chaotique. C'est la défaillance du marché, mais aussi la défaillance de l'État, coexistence des deux. Donc, effectivement, c'est un système assez particulier et bizarroïde, mais l'impact, c'est plutôt utiliser le patrimoine au lieu de mettre l'accent sur la production de nouvelles valeurs ajoutées. Donc, le développement, c'est le développement patrimonial et il use, il détruit pas mal des en fait, biens publics. C'est au détriment de biens publics. C'est dans un sens un des meilleurs exemples de pillage de l'économie et surtout propriété en fait d'État. Bien évidemment, pour un économiste, à mon avis, le cas iranien, c'est un cas à étudier, comment a évolué le système bancaire, le système de trésor. Mais vous avez aussi une inflation chronique très élevée pendant ces 40 ans. D'accord? Et cette inflation est essentiellement liée à l'émission de la masse monétaire, l'État qui devient de plus en plus déficitaire, il émet de la monnaie, la valeur de devise nationale tombe de plus en plus par rapport à dollar, et vous avez un endettement massif. Et chaque endettement massif est suivi par, en fait, brader les propriétés d'État formels qui sont rachetées ou transférées aux organismes paragouvernementaux. Pour voir, en fait, Claire, enfin, comment ça fonctionne en général, je pense que je peux faire une publicité pour mon bouquin. Vous pouvez le lire. Merci, Mehrdad. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Oui, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur.
Voilà, c'est juste. Alors, merci tout d'abord de cette conférence très intéressante. Euh, la question, c'est simplement, concerne simplement les caractéristiques du capitalisme politique. En fait, vous en avez cité 5. Est-ce qu'on ne pourrait pas en rajouter une sixième qui concerne en fait l'affectation des ressources à un but non économique et qui est en général politique ou religieux? Pour ce qui est de l'Iran, par exemple, l'Iran, sans tout ce capitalisme politique, ne pourrait sans doute avoir les moyens qu'elle a pour étendre son influence au niveau géopolitique dans tout le Moyen-Orient et le Proche-Orient. On peut penser aussi, par exemple, à la Russie, où on a quand même des caractéristiques du capitalisme politique et où Vladimir Poutine utilise cette économie pour remplir des buts d'extension géopolitique, bon, notamment en Ukraine. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas une caractéristique supplémentaire? Le capitalisme, ce capitalisme n'est-il pas politique non seulement par son mode de fonctionnement interne, dans la façon dont il s'empare par prédation, par répartition, enfin, par prédation notamment, des ressources, la façon dont il provoque cette collusion entre entreprises privées, recherche de rente, etc. Bon, mais aussi dans ses finalités. En fait, une caractéristique concernant la finalité. Merci. Monsieur Gouten, vous avez marqué une des caractéristiques que j'ai dit, c'est le troisième ou quatrième. C'est-à-dire le critère politique est essentiel et prime sur le critère économique dans l'allocation des ressources. Ah oui. En fait, vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, je pense que si on souhaite principalement d'isoler un facteur pouvant expliquer l'inefficacité du système, c'est celui-ci. C'est-à-dire que le critère politique est essentiel aussi pour le régime d'accumulation. Où est les choses qui sont les plus profitables? Est-ce qu'on va chercher le profit à travers, par exemple, comment dirais-je, la main-d'œuvre bon marché avec une recherche de vendre, de baisser le coût de production et en fait vendre la propriété, vendre notre bien, notre marchandise avec une économie sur la main-d'œuvre, sur en fait l'exploitation, augmentation de l'exploitation de main-d'œuvre. Non, si vous voulez chercher le profit, c'est pas par les moyens économiques, même les moyens économiques le plus exploitatif qui est possible. C'est par les moyens politiques. Là où vous pouvez vous rapprocher au secteur d'État et profiter de la devise qui découle de la recette pétrolière, là, vous pouvez maximiser votre profit. Donc, ce qui est intéressant, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez eu l'occasion de lire le papier de Brenner dans le numéro décembre de New Left Review 2023, dans lequel il explique les 20 dernières années aux États-Unis, quel est le régime d'accumulation. Et il dit, en fait, le régime d'accumulation, c'est capitaliste politique. Et à partir de là, il explique pourquoi on investit autant dans les élections en fait politiques aux États-Unis et pourquoi en fait ceux qui ont les rênes de pouvoir politique peuvent permettre d'avoir le maximum de profit aux corporations, grandes corporations. D'accord? Mais là, en fait, c'est le système américain, cette dérive de capitalisme politique, surtout ces 20 dernières années. Là, en Iran, ça ne commence pas par le système de secteur privé. Ça commence par l'État, par le sommet de pouvoir politique qui donne lieu à la création des corporations économiques. Donc, les holdings qui couvrent pratiquement tout. Hein. Les holdings, vous avez en fait de chewing gum jusqu'au en fait, le champ pétrolier. Vous avez toutes les infrastructures, les maritimes et l'économie informelle. Moi, je pensais que Philippe va en fait m'interroger aussi sur l'économie informelle, le shadow economy. C'est tout ça, par exemple, la vente de l'alcool, la vente de drogue,
la vente d'eau, en fait, le mécanisme de prostitution, c'est géré par Gardiens de la Révolution. Et pas uniquement en Iran, mais aussi dans la région, on fait ça par rapport aux drogues, par rapport à l'opium et pas mal d'autres choses. Pour vous dire en fait que accès au pouvoir politique, ça crée le maximum de profit. Parce que le critère politique prime dans l'affectation des ressources dans l'économie. Et c'est là qui est vraiment la source d'inefficacité économique. Et en économie aussi, vous avez un secteur protégé qui bénéficie de toute une série de subventions, qui est le secteur pétrochimie, le secteur pétrolier, une partie de l'industrie automobile. Et au niveau comment dirais-je, compétitivité économique, clairement, on voit l'inefficacité dans l'investissement, dans la formation du capital, mais qui sont politiquement importants pour le régime et qui sont développés. Donc, pour vous dire que j'accepte entièrement cette idée qu'un des critères principaux du capitalisme politique, c'est ça, c'est-à-dire que le critère politique dans l'affectation des ressources domine les critères économiques. D'accord. Maëbena, je vous en prie. D'accord, merci. En fait, moi, j'ai suivi avec intérêt toute la présentation et toutes les critiques constructives, en fait, qui ont permis de comprendre mieux. Mais je me permets de m'adresser directement à Monsieur Fabi, puisque là, vous avez présenté un concept, surtout le PIB, en fait, en parlant de la revalorisation des immobilières, en fait. Donc, je me suis dit alors que bon, la comparabilité, en réalité, c'est par ce facteur qui est le PIB, en réalité, se fait avec plusieurs critères. Mais si ce pays seulement a comment prend seulement une richesse créée à partir de la valorisation immobilière, et alors qu'il y a la manne pétrolière, comment on peut comparer cette richesse avec d'autres pays en fait? Ou comment il peut être classé? Ou c'est ça qui explique réellement aujourd'hui la vraie dérive de l'Iran, cas pratique que vous avez su développer? Oui. En fait, Monsieur Mebena, ce n'est pas uniquement valorisation des immobiliers. Il faut dire que dans une économie, avec la prédation, les actifs doivent être distingués en actifs fugitifs et captifs. Et les actifs, en fait, fugitifs sont quoi? C'est la devise. Tout ce qui est le rapport entre valeur au poids, très élevé, peuvent sortir du pays ou peuvent être considérés comme les éléments de thésaurisation de la valeur. D'accord? Donc, par exemple, les voitures, même après une vingtaine d'années, ils valent énormément parce qu'ils peuvent thésauriser la valeur. Les voitures usées, leur valeur sur le marché augmente parce que la devise nationale, à cause de l'inflation chronique, a énormément baissé. La terre urbaine, bien évidemment, ça, il est une source de réserve de valeur. Les devises, surtout, sont en fait un élément, et pour une grande partie, vous avez une fuite des capitaux. Donc, ce qu'on appelle dans la littérature économique, voracity effect. Et ça c'est pas uniquement, ça n'appartient pas, c'est pas une particularité iranienne, en fait, que les ressources naturelles se transforment en devises pour aller à l'étranger et être investies là-bas que à l'intérieur. Donc, en fait, une partie non seulement de consommation est sacrifiée, mais de la population native est sacrifiée, la baisse de pouvoir d'achat qui est permanente à cause de l'inflation, mais aussi une partie de l'épargne est sortie du pays. J'ai dit en fait, selon les calculs, divers types de calculs, c'est entre 10 à 20 milliards de dollars par an qui ont quitté le pays. Et c'est pour partie les prédateurs eux-mêmes, leurs fils, leurs filles, en fait, qui utilisent ces avoirs
à l'étranger. Une partie de même avoir rentre en Iran à travers les pays de Golfe comme Dubaï et une partie aussi à travers les États-Unis et le Canada par les cambistes. Donc, j'explique ça dans le chapitre 8 de l'ouvrage en détail sur ce qu'à juste titre, hoarding economy, je l'appelle. Ce qu'en fait, Philippe, à juste titre, l'a traduit comme l'économie de thésaurisation. D'accord? Donc, pour vous dire en fait que, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'appelle ce type de développement patrimonial. Un développement patrimonial n'est pas basé sur la création de nouvelles valeurs ajoutées. C'est essentiellement ces revalorisations des valeurs existantes. Je ne dis pas c'est zéro, mais il est vrai que dans les 15 dernières années, il y avait une déaccumulation. Pas accumulation, mais déaccumulation. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, dans les méthodes utilisées, des méthodes utilisées extractives pour les champs pétroliers, la technologie est usée, on n'a pas renouvelé. Les hôtels 5 étoiles, vous avez, avec les prix par nuit qui grimpent aussi avec l'inflation, mais si vous êtes dedans, vous voyez que l'hôtel, par exemple, n'a pas été rénové pendant de longues années. Et ça, ce n'est pas un phénomène micro. Vous voyez ça à l'échelle de la formation de capital brut qui n'a pas, en fait, surtout ces 15 dernières années, et aussi pendant ces 15 dernières années, on avait plusieurs années, je n'ai pas rapporté tous les chiffres pour ne pas, en fait, faire une digression, mais il y avait, en fait, des décroissances au lieu de croissance, c'est-à-dire le taux de croissance négatif qu'on a enregistré après 2016, à plusieurs années d'intervalle, on a en fait enregistré même des taux négatifs. En moyenne, c'est à peu près 3%. Qu'à cause des sanctions, on a perdu 2%. Ça pouvait être 4 à 5%. Les calculs économétriques par rapport à la sanction montrent. Calculs économétriques qui ont en fait, grosso modo, on est utilisé en fait, comment dirais-je, la part uniquement des sanctions par rapport aux désinvestissements internes. Donc, ça, on a en fait essayé d'utiliser ce qu'on appelle CSCM, Synthetic Control Method, pour comparer quelle est la part de l'impact de sanctions par rapport à, comment dirais-je, aux pertes internes, c'est-à-dire par rapport au mismanagement, par rapport à la malgestion des ressources à l'intérieur du pays. On a fait à peu près entre 1,5 à 2% la différence. Normalement, en moyenne, c'est entre 3 à 5%, et pour grosse partie de ces 3% dépendent de cours de pétrole, de recettes pétrolières. D'accord? Donc, si vous regardez en fait les secteurs industriels, manufacturiers ou services, nouveaux services, okay, vous voyez que en fait, on a un grave problème de manque de croissance ou d'accumulation. Donc, ça, je pense que la meilleure façon de le caractériser, c'est une croissance patrimoniale. Eh bien, merci pour Merci beaucoup. vos questions, vos réactions. Merci Mehrdad pour nous avoir présenté votre ouvrage, enfin ton ouvrage. C'était très clair, en tout cas pour quelqu'un de profane, j'ai envie de dire, en économie. C'était parfaitement clair. Donc, merci beaucoup, voilà. Flore. Vraiment, merci à toi pour pour faire vraiment une excellente modération de tout ça. Et encore grand merci à Philippe pour cet exposé détaillé et clair avec les questions qui prolongent le débat. Merci à vous tous. Et puis, vous retrouverez bien sûr ce webinaire sur le site du GEMDEV ainsi que sur la chaîne YouTube du GEMDEV dans quelques jours, bien sûr. Merci à vous tous. Merci. Merci. Au Merci revoir. bien. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.